Bonjour et bienvenue au Babine suivent les bobines, l'émission dans laquelle nous parlons de musique d'une manière élaborée, pertinente et intelligente. Bonjour Guillaume, comment vas-tu? Comme toujours, je vais très bien. Et toi, Carl? Très bien aussi. Aujourd'hui, je vais parler de Scarlett puis de Chabanel. Et toi? Et moi, dans mon sérieux habituel, je vais parler de Courage, Avec un K? avec un K, OK. et de Leos Janáček. What? Dans cette émission sérieuse, on parle d'artistes qui ne font que des choses sérieuses, n'est-ce pas? Ah oui, Qui sont intègres à 100% avec qui ils sont. absolument. Je vais te parler de Courage, OK. avec un K. Son vrai nom, Benoît Ouellette. Un artiste, lui, du coin, là, basé à Rivière-du-Loup. Oui. Évidemment, tout ça, c'est du sarcasme depuis tantôt. Son personnage scénique, Courage, évidemment, c'est pas Benoît Ouellette. Tu sais, c'est comme... c'est assez vite qu'on comprend que le personnage est énormément pathétique. OK. Le personnage scénique, c'est comme un amalgame de toutes les... On pourrait appeler ça « How to be a loser ». Un amalgame de ce qui fait qu'une personne est on va dire, une agglomération d'échecs. OK. Amoureux, c'est souvent ça. C'est le personnage. Le personnage, c'est un genre de timide qui comprend pas la vie, qui comprend pas les relations sociales, Mhm. qui parle de ses relations amoureuses ou de ses voyages, mais dans le village voisin. Tout est comme un peu décalé. Là. OK. C'est de l'humour, là. C'est de l'humour de A à Z. Tu connais-tu le gars personnellement un peu? Oui, j'ai la chance de le connaître, Benoît, puis pour vrai de vrai, c'est une des quelques personnes que... Là, ça fait quand même quelques années, honnêtement, qu'on ne s'est pas vu, mais ça fait partie des quelques personnes que je trouve très inspirantes dans la région ici. Parce que dans tout ce qu'il fait, il est bon. OK. Puis pas juste bon, il est excellent, tu sais. Je pense qu'il fait du slam aussi, ça se peut-tu? Ou Il doit être très bon. Pour vrai, je sais pas, moi, j'ai pas côtoyé beaucoup le milieu du slam, mais c'est sûr qu'il fait du slam, Benoît. C'est comme... c'est clair, dans le fond. C'est un vidéaste. Je sais pas si tu le connais. Je sais pas, toi, en fait, si tu le connais, pas du tout. Non, ben j'ai l'impression que je l'ai rencontré une ou deux fois sans qu'on se parle ou rien. Ah, OK. Mais justement, dans une soirée de slam à un moment donné, je pense qu'il était là. Puis si c'est lui, ça fit avec le personnage, là. C'était vraiment excellent ce qu'il a fait. C'était très, très drôle. Puis super awkward, là, justement. Ah, ça se peut. Puis ben c'est ça, c'est un cinéaste, vidéaste. Écoute, là je veux pas dire de mentir, mais il a gagné des prix à Cannes, tu sais, ce qui est quand même un festival, un prix à Cannes. Il a fait des documentaires. Là, dernièrement, il a fait le montage d'une série documentaire qui s'appelle... c'est quoi? PIB, je pense, Projet Bonheur intérieur. En tout cas, je sais plus le nom exact, mais... Qui ça aussi reçoit des critiques très favorables en ce moment. Tu sais, c'est ce genre de personnage-là. Fait qu'il fait du montage, il est bon, il fait des réalisations de vidéos, il est excellent. Il embarque sur une scène, il est charismatique au bout. Qu'il soit Benoît Ouellette ou qu'il soit son alter ego Courage, c'est-à-dire comme un exacerbation de loserness. Ouais. Je sais pas comment le dire, j'aimerais le dire en français, mais bon. C'est exagéré, mais c'est ça pareil. C'est comme une bête de scène extrêmement naturelle. Lui, c'est un gars qui a fait aussi beaucoup d'impro. L'impro, comme dans les cégeps, il a été capitaine d'équipe d'impro. Puis, tu sais, c'est vraiment... il est très à l'aise sur une scène. Puis, quand je l'ai vu, les quelques fois que je l'ai vu en spectacle, soit comme spectateur ou ça m'est arrivé d'être sonorisateur pour ses spectacles, c'est toujours assez très spontané, même sa façon d'interagir avec le public ou avec ses musiciens. Okay. Des fois, quand Courage est en scène avec ses musiciens, il les appelle ses thérapeutes, tu sais. Parce qu'il le supporte dans tous ses échecs lamentables. Fait que, donc, Benoît Ouellette, Courage, ont sorti On dit-tu on sorti quand c'est la même personne, mais qu'elle a comme deux... En tout cas... On pourrait dire ça, il au pluriel. Ouais.
Courage a sorti un album qui s'appelle Posthume. On va écouter tout de suite un extrait. Go. Encore une toupie qui perd l'équilibre et qui vacille au bord de la table. C'est quand il y a des temps morts qu'on prend conscience du temps, qu'on le voit. Courage, dans le fond, il a enregistré son album avec une gang quand même assez tripante, plus basée à Rimouski. Okay. Le gars qui a plus produit son album, c'est Antoine Letourneau-Berger. Fait que Antoine, lui, c'est basé à Rimouski. C'est lui qui a fait pratiquement tous les instruments, tu sais, le drum, la basse, toutes sortes de synthétiseurs, toutes sortes de petits knick-knacks à gauche, à droite. Mm-hmm. Il a quand même participé au niveau des arrangements. Fait que tu sais, il y a vraiment... Honnêtement, c'est une grosse tête de musique qu'on a ici au Bas-Saint-Laurent, là. Ah ouais. C'est pour ça que c'est important de le nommer aussi sur ce projet-là, Posthume. Puis en plus, il a certains extraits, il y a des cordes, on entend des violons, c'est des réels instruments, là, c'est pas du VST, c'est pas du fait digitalement ou par synthétiseur, c'est des vrais instruments. Puis là aussi, il a su s'entourer vraiment de musiciens de calibre qu'on a dans le Bas-Saint-Laurent. Comme je te dis, il a plus été du côté de Rimouski pour son enregistrement. Je pense par exemple au violoncelle à James Darling, au violon à Élise. Merde, j'ai oublié son nom de famille. Élise. Colin, je pense que c'est Lavoie. Élise Lavoie. En tout cas, c'est sorry. Mais les deux sont professeurs, par exemple, au Conservatoire de musique à Rimouski, tu sais. OK. Puis dans le membre de l'Orchestre symphonique de l'Estuaire. Tu sais, des musiciens haut calibre, là. Vraiment. Je sais qu'il y avait Clarisse Berriot au bois aussi. Puis... Ah ouais, OK. Fait que, tu sais, du beau monde, là, plus au niveau de l'Est du Bas-Saint-Laurent. Ça donne une production, justement, comme on parlait, ça donne une production qu'on aime beaucoup, justement, la richesse sonore, tu sais, sa chaleur aussi, là. Ouais. Quand même, la petite touch un peu 70s. Ouais, c'est ça. Ça fait tape, ça fait vinyle un peu comme son. Hein. Okay. Fait que ça vient d'eux autres, ça. Ouais, comme quoi nos amis du Sonore à Rivière-du-Loup et nos amis à Rimouski, mettons Antoine Letourneau et compagnons, ont des goûts similaires. Bon, ben, crime, c'est très intéressant. Tu sais, on pense moins à l'aspect enregistrement. Souvent, quand on parle de musique, on parle des intentions des artistes, de la vibe que ça nous donne, etc. Mais, tu sais, tout le côté enregistrement, ingénierie, fait autant partie de l'album finalement que la musique elle-même. Ouais. C'est un peu comme réaliser un film finalement. Tu as plein de manières de raconter la même histoire. Ouais, si on veut. Ça peut devenir la signature. Ouais. Mais moi, ce qui m'a toujours fasciné chez lui, c'est comment il était hilarant. Comment il peut finir ses tunes des fois juste en gueulant. Parce que dans le personnage du moment, c'est ça qui se passe. Comme, on y va. Puis juste sa façon d'entrer sur scène, il arrive, disons, du côté gauche ou droite, peu importe de quel côté il arrive. Puis il est déjà dans son personnage. Puis habillé un peu comme tout croche. Il est vraiment drôle. Puis là, salut. Ouais, je me le figure bien, là, le personnage. C'est comme vraiment juste comique. Cet album-là, il est sorti quand même récemment par rapport au moment où on tourne. Là, c'est sorti cet été en 2024. Oui. Ben, j'ai vu ça passer un peu sur Facebook puis tout ça. Là. Je pense qu'il a même sorti un vidéoclip aussi qu'il a probablement dû réaliser lui-même. Ouais. Puis peut-être avec l'aide de Guillaume Monette, je suis pas sûr, dont je parlerai plus tard. Un autre. Mais oui, c'est ça. Puis c'est le fun parce que vu que c'est une personne bien implantée dans le milieu culturel à Rivière-du-Loup, le tournage du vidéoclip est dans Rivière-du-Loup, plein de lieux comme facile à reconnaître. Puis il a juste fait un appel, genre « Hey, j'ai demain ou le lendemain, le surlendemain, je tourne un vidéoclip. J'ai besoin de figurants. » Puis il y a plein de monde qui était là parce que c'est Benoît, il est apprécié du milieu. Puis
Puis c'est comme, c'est le fun de supporter des démarches comme ça. Ouais. Pourquoi pas? Écoutons un autre extrait. Pour une bouteille de vin, pour l'enterrement de ta grand-mère, le mariage de ton cousin, pour me dire enfin, je reviens dans le coin. Est-ce que tu reviens, le cœur brisé? Puis juste pour terminer sur Benoît / Courage. Ouais. En 2017, je crois, je suis pas sûr, mais il a comme gagné au tremplin à Desjolies. OK. C'était un peu comme, on va dire, un début de carrière au niveau de la musique là, dans son cas. 17-18, je me souviens pas de l'année, c'est pas important. Puis lui, c'était la catégorie auteur, compositeur, interprète. OK, ah ouais. Fait que tu sais, il est arrivé là comme. Puis tu sais, on va dire un peu comme un petit nouveau. Là. Honnêtement, je l'ai vu progresser en tant que guitariste. Comme prendre des cours. Il a pris beaucoup de. Il a appris beaucoup de Olivier Martin. Oui. Dont on a parlé. Ouais. Les projets de un amènent un et l'autre dans les projets. Ouais. Fait que ça. Puis il a gagné, c'est ça, le concours, le tremplin de Desjolies, ce qui est quand même pas rien parce que c'est un concours provincial. Là. Puis même Nouveau-Brunswick, interprovincial. Fait que, bravo, Benoît. Fait que une petite dernière, ouais donc. J'ai peur que tu me rendes fou. Vas-tu sortir du métro avec tes yeux pétillants et ton sourire? Vas-tu sortir du métro comme tu le faisais avant? On dirait que y a ce que j'entends de la musique, puis Ouais. bon, c'est des courts extraits, fait que peut-être que le côté humoristique, je le pogne moins. Mais Ben c'est ça, hein? C'est ça, l'album est très... on va dire... je veux pas dire sérieux, parce que dans ma tête, Courage, ça peut pas aller là. Mhm. Mais il est peut-être plus réfléchi que ce qu'on peut le voir une fois sur scène. Ben, je pense que c'est une chose de toute façon, tu sais, je vais me prendre, mettons, comme exemple là-dedans, tu sais, la musique que je fais en général est plutôt triste ou dark, là, mais quand je fais des spectacles, souvent, il y a un aspect humoristique qui vient avec aussi, tu sais, pour un peu dédramatiser la situation. Peut-être qu'il fait un peu le même genre de démarche, là, que... Peut-être. Ouais, mais bref, je serais curieux de voir, en fait, d'écouter l'album au complet. Déjà, je suis sûr que l'humour en ressort plus quand tu entends l'entièreté des textes puis le développement qui se fait. Surtout si vraiment il est slammer. Ça sera vérifié, ça aussi. Coudon, on a le courage de dire des affaires qui n'ont pas rapport. Ah ouais, on met ça à TV puis on le sait même pas. Il habite à côté, j'aurais juste pu l'appeler. La vie va trop vite, pas le temps. Ouais, c'est ça. Il est rendu trop big, anyway, il répond plus. Fait que... C'est ça. Depuis qu'il a gagné au Desjolies, il est plus pareil. Ouais, c'est ça. Puis à Cannes. Ouais, c'est ça. Là, ça... Fait que, mais non, mais en tout cas, j'aime, de base, j'aime le son de la musique. J'aime les paroles aussi que j'ai entendues, le peu que j'ai entendu. Puis je suis très curieux de voir ça en show. Je pense que tu as bien vendu l'expérience live de Courage. Courage. C'est une personne, le fun à côtoyer. Comme je te dis, il est bon dans tout, puis en même temps, il est humainement super agréable. Bon, ben c'est beau ça. Salut Courage! Poursuivons avec l'émission. Bon, ben mon Guillaume, j'ai envie de t'offrir un choix. Est-ce que tu veux que je te présente un groupe de musique extrêmement bruyant et agressif ou un groupe de musique extrêmement bruyant et agressif? Fait que je vais commencer avec Scarlord.
Un groupe extrêmement bruyant et agressif. En fait, c'est un gars. Ah, OK. Ah, ouais, qui est extrêmement bruyant et agressif. J'ai peut-être mal seté mes affaires pour cet épisode-là, mais ouais, ça va être 2 groupes qu'on pourrait dire qui sont pas faciles d'écoute, nécessairement. Je pense qu'il y en a un qui... Ouais, les 2 sont un peu à leur manière pop, mais aussi très expérimental et agressif. Fait que, on va y aller avec Scar-Lord en premier. Mm-hmm. Je trouve ça intéressant de parler de lui, un peu comme quand j'ai parlé de Rural Internet lors de la dernière saison. On parle d'un artiste qui se trouve un peu dans le même genre. Okay. Un rappeur Internet, comme c'est rendu un phénomène. Je trouve ça drôle parce que les gens qui composent la musique hip-hop plus old school, classique, tout ça, ou bref, dès que tu as été mis sur un album, tu commences à avoir un certain dédain pour les rappeurs Internet, entre guillemets. Mais essentiellement, les rappeurs Internet, c'est juste des artistes qui produisent leur musique puis qui la mettent sur Internet puis qui n'ont pas encore été mis sur un label ou rien. Mm-hmm. Je pense qu'il n'y a pas juste des rappeurs qui sont comme ça. Il y a plein de monde qui choisissent de se autoproduire eux-mêmes ou encore... que justement, là, ça n'a pas donné qu'ils ont été découverts encore sur des vrais labels, puis des vrais trucs. Mais au final, je trouve que tout ça se transcende en référence justement à Rural Internet, qui eux produisent tout ce qu'ils font par eux-mêmes, à distance. Ben lui, il fait un peu la même chose. Puis tu sais, à la base, ce gars-là, c'était un YouTuber. Je suis pas allé voir ce qu'il faisait là, comme contenu. Mais il a été quand même pendant un bout YouTuber. Il a été chanteur aussi dans un band qui s'appelle Myth City. Puis ça, ben en 2014, si je me trompe pas, c'était un band de new metal. Puis tu sais, je veux dire, new metal, on parle Limp Bizkit, Korn, etc. On a parlé un peu de ça lors du dernier épisode. Ben ce genre musical-là est pas mort, tu sais. Moi, je pensais qu'après les quelques années où ça a été un feu dans... les bands emblématiques du style. Ouais, c'est ça. J'ai eu l'impression que c'était un feu de paille, puis que, bon, OK, mélanger du métal avec du rap, on a un peu fait le tour rapidement, puis c'était un peu quétaine et poche en général. Bon, moi, j'ai écouté ça beaucoup, j'ai aimé ça quand j'étais adolescent, puis tout ça, mais... Bref, ce style-là s'est permuté, a évolué dans le temps. Puis, on est rendu avec des affaires comme du trap metal, entre autres. Puis lui, Scar-Lord, c'est un des pionniers de ce genre-là. Fait que je me suis dit que c'était intéressant d'en parler. Puis comme à peu près tout ce qui se permute puis évolue dans le temps, c'est devenu une version plus extrême, on va dire, de ce que c'était le new metal à l'époque de Limp Bizkit et compagnie. Tu sais, déjà, ben, on parlait plus de du rap old school mélangé avec du métal plutôt clean. Ouais. Là, on parle de trap mélangé avec du métal qui gueule, tu sais, des trucs pas mal plus agressifs. Le trap, déjà, c'est un style de beat qui est très lourd, très, tu sais, les grosses basses percussions là, que ça vient de chercher dans le corps au complet. J'en parlais un peu quand j'ai parlé de Apache lors de la première saison. Lui aussi, il y a un peu de trap dans ce qu'il fait et tout. Mais là-dedans, évidemment, il y a de l'industriel, du noise, du métal. Je pense qu'une des particularités que j'entends, que j'ai rarement entendu avant dans ce qu'il fait Scar-Lord, c'est l'utilisation des outils modernes pour le hip-hop et la musique pop en général dans un contexte comme celui-là. Je parle par exemple de l'autotune. C'est que généralement, tu entends de l'autotune sur quelqu'un qui essaye de bien chanter puis qui essaie d'être clean. Ou dans un style esthétique plus pop, justement. Là, très pop même. C'est ça. Alors que avec le travail de Scar-Lord, souvent, il va se servir de ça, mais en criant, par exemple, d'autres contextes. Fait que ça crée encore là quelque chose de nouveau que tu n'as pas souvent entendu avant. Pourtant, je pense que tout le monde qui aime l'énergie que le métal a, mettons, va aimer cette énergie-là. C'est du gros rap métal, là, finalement. Nice. Fait que je vais starter une tune.
voilà. C'est cool. Les voix, ça faisait passer un peu au cirque. Au cirque? Ouais, de la musique de cirque. Là. Des clowns là, un peu machiavéliques. Coudon, on en retourne au ICP finalement. Ouais, c'est une clown posse. Fait que c'est ça, tu sais, comme tu vois l'agressivité du chant, etc. Mais c'est tout enveloppé, je trouve, dans de la grosse bass ronde. Fait que ça... Ouais. Puis, tu sais, qui punch à fond. Là. Ouais. Puis, tu sais, t'écoutes ça là, avec des bonnes caisses de son dans ta voiture. C'est un bon sub, là, puis ça torche, tu sais. Ça veut. Ouais. Après ça, le gars, tu sais, son imagerie, son apparence, il s'est beaucoup inspiré justement de ce qu'il écoutait quand il était plus jeune, comme Slipknot, des groupes de métal, des groupes de hip-hop, tout ça s'est mélangé finalement dans ses influences. Okay. C'est un gars aussi qui aime beaucoup la culture japonaise. Donc, son premier album, c'est le nom Scar-Lord, mais écrit en japonais. Puis il porte toujours un masque chirurgical. C'est quand même, faut le faire en show, tout ça, là, chanter avec ça. Ouais. Mais c'est son look. Là. Finalement, il s'est inspiré un peu de Slipknot, entre autres, pour se costumer, se masquer. Tu penses-tu qu'il chante pour vrai? Qu'il chante pour vrai? S'il se cache le visage de même, peut-être bien qu'il fait... Ah, ça serait... Parce qu'à gueuler de même, s'il fait 3 shows de suite, il n'y a plus de corde vocale à la fin. Je t'avoue. Peut-être que ça. Ça se peut. Je veux dire, quand même, de la musique, c'est du divertissement. Il y a un côté, des fois, qui est un peu plus de la magie là, que d'autres choses. Fait que c'est ça. T'entends un peu ses influences. T'entends aussi quelque chose de nouveau. Puis j'imagine aussi que si tu te rappelles un peu de Rural Internet, il y a des sonorités aussi qui viennent se retrouver là-dedans, tu sais. Je vais te faire écouter un autre extrait qui, encore une fois, souligne l'espèce de folie de Scar-Lord, tu sais, parce que je sais pas si tu l'entends, là, mais il est bon, là. Tu sais, c'est pas juste un gars qui gueule sur du beat, là. Il est capable de changer de signature de temps, de rapper vite en criant. Il est capable d'aller le doux, tu sais, tout ça. Fait que là, ben, c'est ça. Je vais te montrer un autre exemple. This is also a mag. Tu sais, ça fait partie beaucoup de la signature du trap, de vraiment de dénuder le plus possible la musique pour laisser le plus de place possible à la bass. Fait que tu sais, vraiment la bass a une forte importance. Elle remplit toutes les fréquences. Tu sais, souvent la bass, on va lui laisser le rôle de basse justement, puis on va laisser les autres fréquences à d'autres instruments. Mais là, elle est partout. Là. Ouais, c'est ça. Puis bon, évidemment, il y a des nuances musicales. Quand tu écoutes toute la tune au complet, ça switch de même tout le long. Là, tu sais, fait que c'est un peu encore là, comme je disais à propos de Rural Internet, c'est de la musique pour les gens qui ont pas une forte attention, mettons. Là, ça switch constamment, c'est surprenant tout le temps. Puis je sais pas si t'as entendu la bass justement dans celle-là en particulier, mais ça, c'est un son que j'entendais vraiment pas avant, tu sais, puis que plus que le temps avance dans la musique électronique, plus que j'entends ça, mais qui laisse la bass overdrive. Ouais. Elle est trop forte, la bass, tu sais, au point où ça griche dans les oreilles. Puis tu sais, ça, normalement, quand tu enregistres de la musique, c'est quelque chose que tu veux éviter à tout prix, là, tu sais. Faut pas que les instruments, ils grichent ou, tu sais, que ça soit overdrive de même. On perd la qualité, puis tout ça. Certains groupes comme Ice Peak, que je vais aborder un peu plus tard aussi dans saison, mais plus pour leurs vidéoclips. Eux autres aussi, ils font ça, tu sais. Il laisse la bass sortir de sa coquille, là, puis ça griche. Puis c'est... L'énergie, hein? Je peux-tu faire une imitation de la bass? Oui.
C'est bon pareil. Ben ouais, ben c'est de la texture. C'est de la grosse bass. Puis, tu sais, en fait, c'est un 808, là, un 808, puis c'est vraiment juste ça. C'est overdrivé, un 808, tu sais. Puis encore là, en trap, c'est un des instruments principaux. C'est une drum machine qui fait juste des grosses basses. C'est assez vintage, ça. Dans les années 80, c'était déjà là. Ouais. Puis, ben, tu sais, à cette heure, on pourrait dire que le concept d'un 808, c'est plus l'instrument lui-même, là, classique. C'est l'idée, un peu. Fait que je dirais pas qu'il a utilisé la vraie drum machine de ces années-là, mais c'est un peu le concept de base, là, d'avoir plusieurs notes de bass. C'est pour ça que la musique reste c'est ça, simple. t'as plusieurs notes de bass, puis chaque note est accompagnée de bass drum. Ouais, c'est ça. Exact. Donc, tu sais, t'entends ça dans presque tout le hip-hop ever en ce moment. Là, c'est à la mode au bout. Dans ce type de musique-là, encore une fois, Scarlett étant un des pionniers, là, je trouve ça intéressant quand même à l'âge qu'il a. Puis tout, tu sais, il a décidé qu'il allait devenir solo en 2016. Puis très rapidement, il s'est mis à sortir plein de stocks, des vidéoclips. Il était prolifique. Prolifique au bout. Il avait de l'expérience probablement en tant que YouTuber et tout, puis aussi en tant que chanteur de Mid-City. Là. Mais quand même, quand il a starté son propre truc, ça a décollé là, en quelques mois. Là, tu sais. Nice. Puis là, je pense qu'il est rendu à 3 ou 4 albums. Celui-là que je présente, c'est From Hell, qui est le plus récent. Dans le fond, il est sorti en 2023, l'année passée. Fait que, ben voilà, j'espère que tu as aimé ça. C'est un peu... Quand même. Pour moi, c'est du bonbon. Là. C'est défoulant. C'est vraiment facile. Pour moi, c'est une trame sonore de Looney Tunes. ouais, ça fait je vois cartoon. Les clowns, puis je vois le cowboy. Tu sais, le cowboy dans Bugs Bunny. Moi, c'est ça, je vois. Mais j'aime ça. C'est coloré. Je connais mal tes goûts, finalement, Guillaume. Parce que... Quand que je pensais que t'allais pas aimer Scar-Lord, t'as aimé Scar-Lord, j'avais l'impression que t'aurais aimé The Locust parce que dans, je pense, l'épisode précédent ou l'autre d'avant, parce que, tu sais, finalement, je trouve que c'est un peu comme du genre de prog, jazz, mais punk, mettons, là, tu sais, que c'est pas les mêmes sons, mais c'est les mêmes genres de changement de signature de temps, etc. Puis tu m'as dit que t'as pas aimé ça. Fait que... J'étais un genre de wild card, moi aussi, jamais. Tu me fais peur. Mais après coup, je me suis fait une réflexion là-dessus, justement, là, aimer, pas aimer. Puis je me suis dit que dans le fond, là, d'un point de vue de bien vivre, ça serait important de tout aimer. C'est juste, j'ai plus ou moins raisonné. Je vais changer le mot, là. C'est comme, je n'ai pas raisonné pas à tout. Mais si, en plus, je me mets à pas aimer ça, ça veut dire que le contraire de pas aimer, c'est que soit j'ai peur de ça, soit j'haïs ça. Ben, ça me fait pas du bien d'être dans ces émotions-là. Fait que je vais l'aimer dans le sens que c'est ça, tu sais, je l'accueille. Mais je raisonne pas avec ça. C'est comme, ah non, ça vient pas c'est comme, ça passe, mais c'est comme, tu sais, des fois, ils vendent, puis tu l'as dans la face, puis des fois, ils vendent, puis tu t'en fous, tu sais. Ouais. Là, c'était un coup de vent qui passait. Ça ne m'a pas affecté. Ouais. Ben, de toute façon, j'ai l'impression que dans le contexte dans lequel on est, c'est pas tant important qu'on aime ou pas, tu sais. C'est sûr qu'on choisit des choses qu'on a envie de présenter parce qu'on les aime, mais en tant que tel, tu sais, moi, quand tu me présentes des choses, j'essaie un peu de voir la valeur que toi, tu lui portes, là, finalement. Pourquoi c'est important qu'on en parle, même si moi, ça vient moins me chercher, justement. Fait que, tu sais, c'est quand même une chose importante à souligner, tu sais, que c'est pas nécessaire d'aimer ça quand tu analyses quelque chose d'artistique, mettons, tu sais. Mais après, j'aime ta manière de le voir, là, que, tu sais, c'est pas que t'aimes pas ça, c'est que ça vient pas te faire vibrer, mettons. Ouais, c'est ça. Parce que ça vibre pas... Je suis pas là, tu sais. Ouais, tu sais, c'est pas comme... Parce que pas aimer, c'est un peu comme haïr, là, ou, tu sais, c'est pas ça non plus. Nécessairement, c'est que ça met du jugement, tu sais. Ouais. Si j'aime, je juge que j'aime. Si j'aime pas, je juge que j'aime pas. Si je me mets dans cet état-là de juger les patentes, ben, tout de suite, je me ferme des portes. J'aime ça, me garder des portes ouvertes. Ben oui. Peut-être que tu vas aimer ça. Ça n'a pas résonné. J'ai pas envie d'embarquer dans la critique de ça, j'aime pas ça. Ouais. Moi, je suis comme ça. J'ai pas envie, tu sais. J'ai plus envie d'être lousse, là. Je pense que c'est un professeur de cinéma qui nous a appris ça à l'époque, quand on faisait le cours. Parce qu'à l'époque, tu sais, on était plus jeunes, puis on s'exprimait énormément
en j'aime pas, tu sais. Ouais. Ah, j'aime ce film-là, j'aime pas ce film-là, j'aime pas ce réalisateur-là, si ça. Noir ou blanc. Noir ou blanc. Puis, tu sais, le professeur, à un moment donné, il nous a arrêtés, puis il a dit « Je suis tellement fatigué de vous entendre dire des choses comme ça. Vous êtes en train de devenir des gens qui vont faire du cinéma. Il faut que vous commenciez à voir les choses d'un point de vue différent que votre propre appréciation personnelle de ce que vous voyez, finalement. Puis, on dirait que ça m'est resté dans la tête, cette réflexion-là, tu sais. C'est juste. Ouais. Oui. À ce temps, ben, tu sais, peu importe ce que j'ai devant moi, oui, il y a toujours cette couche-là de dire « Bah, j'aime pas ça. J'aime pas ça. C'est pas bon. C'est pas bon. Moi, j'aime pas ça. » C'est ça. Mais après, ben, tu sais, justement, tu creuses plus profond, puis tu te dis, ben, pourquoi les gens aiment ça? Pourquoi ça existe? Pourquoi ça a été fait? C'est quoi l'intention de l'artiste derrière ça? Etc. Fait que, tu sais, oui. C'est quoi ça dit sur le monde dans lequel je vis si tant de gens, par exemple, aiment ça? C'est quoi ça dit sur moi si moi, j'aime pas ça? C'est toutes des choses qui sont super intéressantes. Ben oui. Fait que, tu sais, je pense que c'est un peu plus sur cette vibe-là qu'on surfe aux babines. Ouais, quand même. Mais quand même, on se cachera pas qu'on montre des choses qu'on a envie de montrer parce qu'on les aime de base, là, pour la plupart du temps. Fait que... Tu parles de quoi, toi, après? Moi, je poursuis mon voyage autour du monde. Wow. Un grand voyageur. Ah oui, un pigeon voyageur. J'ai même pas osé la faire. Je voulais la faire. Je pensais pas la faire un jour, mais c'est fait. Puis c'est pas le but nécessairement, mais j'écoute beaucoup de musique d'un peu partout. Ouais. Puis aussi de plusieurs époques. À partir du moment où la musique a pu être, on va dire, enregistrée ou du moins écrite. Ouais. Ça amène des choses. Fait que là, je nous parle de Leoš Janáček, qui est un compositeur de musique, on pourrait dire classique, moderne classique. Écoute, il a vécu des années, il est né en 1800, genre 50, je suis pas sûr. En tout cas, tu sais, ça fait longtemps. Okay. On parle là, on recule, on s'en va en Tchécoslovaquie. À l'époque, je pense que ça s'appelait peut-être Moldavie même, tu sais. OK. Moldavie, non. Non, pas Moldavie. En tout cas, ça avait un autre nom, je me rappelle pas. C'était pas Moldavie. Ah ouais, Guillaume, ah ouais. Géographie. J'ai choisi de parler de lui. Dans le fond, la première saison, j'ai parlé de John Rutter, compositeur de musique classique contemporain, c'est-à-dire vivant de notre époque. Ça, moi, là, j'ai aimé ça. Toi, t'as aimé ça, bon. Ben là c'est mon tour, OK? Fait que moi... j'ai quand même aimé ça, découvrir Leoš, là, je vais l'appeler Leoš, parce que j'ai aimé ça découvrir parce que c'est un compositeur comme un peu dans l'ombre pour les gens qui côtoient pas la musique classique. Si je dis musique classique à quelqu'un qui est, on va dire, normal, là, Beethoven, il a déjà entendu ce nom-là, Mozart, Bach peut-être, puis là, tu sais, quelques autres, genre Vivaldi, tu sais, il y a des noms qui sont comme ça, qui sont connus, tu sais. Chopin. Satie. OK. Satie, excuse-moi, c'est ton tour. Janáček. Connais-tu ça, toi? Non, puis Dvorak. Dvorak? Ouais, Dvorak. Mon best. Mon best. Non, c'est ça. Dvorak, Antonín Dvorak, c'est un autre très, très connu quand tu baignes plus dans ce milieu-là. Antonín Dvorak est très connu. Leoš Janáček l'est quand même moins que Dvorak, mais ils viennent tous les deux du même pays, puis Dvorak a un peu comme coaché Janáček dans ses premières créations, dans ses premières compositions. OK. Pour ça, je fais un petit parallèle, un petit lien avec lui. Mais j'ai envie, dans le fond, c'est ça, de parler de lui, premièrement, parce que son style musical est très éclectique. Pas éclectique pour l'époque, là, on s'entend. Puis même, j'ai envie de dire, je vais faire un lien avec Scar. Comment t'as dit ça au début de l'émission? Scar-Lord! Que c'est de la bass qui punch. Ben lui, il faisait ce qu'il pouvait avec un orchestre symphonique pour être quand même punché, tu sais. Jamais son énergie, le genre de diamant brut pas trop poli, tu sais. OK. Dans son orchestration, genre de quelque chose d'un peu
éclectique, mais en même temps, veut pas, il était dans une époque, on parle de fin 1800, début 1900, les concepts musicaux étaient quand même pas mal éclatés déjà à l'époque, tu sais. Si je reviens encore, tu parlais que Mozart ou Beethoven, c'était de la musique très dite tonale. C'est-à-dire qu'on était capable de savoir, OK, on est dans telle mélodie, telle gamme, disons, puis on restait là un temps, puis à un moment donné, ça modulait. Puis des fois, mettons, je parle de Beethoven, là, on a commencé à jouer avec l'élastique un peu, puis à briser l'harmonie, à briser les théories musicales appliquées à l'époque, tu sais. Ouais. D'ailleurs, tant qu'à parler de classique, là, avant Bach, il y a des notes que tu n'avais pas le droit de jouer ensemble, tu sais. Parce que ça faisait référence, selon la croyance à l'époque, ça attirait le diable. Ouais. Le diabolus in musica. Il y a une expression qui est venue après ça pour ça. Mais c'était des notes dites d'un triton. En tout cas, tu sais, c'est... OK. Si tu fais ces notes-là ensemble, ça marche pas. Puis Bach, c'est comme lui qui a, comme, on va dire, mis le baume sur cette croyance-là, qui l'a fait accepter. Il a fait bien voir que cet intervalle-là créait la résolution. Ah, tu sais, la musique devient soudainement comme OK, on s'en va dans telle tonalité, tel accord. Tu sais, ça permet les mouvements d'harmonie, de gamme, de modulation, tout ça. OK. Entre autres. Mais après ça, le même concept a été non seulement exploité à outrance, mais complètement démoli. Puis à cette heure, tout est possible. Nos oreilles s'habituent aussi. On irait jouer de la musique qui est pour nous simple il y a 500 ans. Les oreilles gricheraient. Là, c'est comme, my God, c'est quoi? Donc, je reviens à Janacek, c'est ça. Il y a quand même, dans sa façon d'orchestrer, beaucoup de couleurs de son époque, fin 1800. Puis beaucoup de tensions harmoniques, de jeux rythmiques percussifs. On va aller écouter un extrait. Go. J'allais te dire ça. Ouais. Je suis plus capable. Mais en un. Je peux plus. Je veux mon anane. Ça, c'était un extrait de Sinfonietta, mais tu sais, on voyait déjà l'envie d'être un peu percussif. Puis tu sais, t'as vu, genre, les corps répondaient à les trompettes. Déjà, la pièce ne fait que commencer, puis déjà, ça roule, tu sais, comme les guitares qui roulent de Possible que tu me parlais la semaine passée. Il y a quelque chose de... On embarque déjà dans un drôle de roulement, tu sais, qui est comme intéressant, tu sais. Ouais. Mais toujours dans un contexte de musique symphonique, on est dans les années 1800 quelque. Je dirais pas qu'il était révolutionnaire, c'est pas vrai du tout. Même que de son vivant, il a eu, on va dire, une vie relativement modeste. Il a plus été comme directeur d'école et enseignant de musique pour gagner sa vie. Puis c'est juste à l'âge, comme dans la soixantaine, qu'à un moment donné, un des opéras qu'il a écrit, c'est comme, hey, c'est pas mal bon. Fait que c'est sorti de son petit village. Lui, je veux pas prononcer le nom, ça s'appelle BRNO. 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 C'est sûr que je vais le prononcer. Il était comme dans cette région-là, un peu connu dans ce coin-là, mais sans plus. Puis à un moment donné, son opéra, dont j'ai oublié le nom, a été remarqué. Puis là, ça s'est transféré vers Prague. Puis il a comme commencé à avoir une certaine notoriété dans le pays, puis un peu plus tard même dans l'Europe. Mais il y avait déjà 60 quelques années. Fait que ça n'a pas été une vie comme justement Mozart ou Beethoven où tout le monde rêvait de le voir. Là. C'était comme un héros obscur, là, disons ça de même. Ouais, OK. Il a écrit beaucoup de quatuors à cordes. Fait que, écoutons donc ça.
il s'est beaucoup inspiré de musique folklorique. Mhm. Il a quand même fait des bonnes démarches. Il y a eu, je ne sais pas pourquoi, dans ces pays-là, à un moment donné, il y a eu une démarche de réappropriation du folklore par les compositeurs, on va dire, plus savants de musique classique. Mhm. Puis ils ont été souvent dans des régions récoltées, ils écrivaient les mélodies, comme rencontrer des musiciens, discuter avec eux, puis prendre note de des mélodies. Puis de refaire après ça, inspiré de ces musiques-là, de refaire de la musique, justement, soit symphonique ou de quartet à cordes. Puis souvent, ce qui arrive, c'est que dans les pièces folkloriques, il y avait des choses qui sont moins standards au niveau classique. Si je résume très sommairement, musique classique, musique, on va dire, standard occidentale, tu as gamme majeure, gamme mineure. Mhm. Très bref résumé. Mais dans les gammes utilisées pour la musique folklorique, il y a toutes sortes d'autres approches, toutes sortes de façons de jouer même, ou de façons de transposer l'harmonie, passer d'un accord à un autre, qui était comme pas théoriquement connu, disons ça de même. Mais tu sais, l'oreille a ses penchants, puis c'est comme, ça marche. Bon, la personne ne peut pas expliquer pourquoi l'accord de là à là, ça marche, mais dans le folklore, là, mettons, c'est comme ça marche. On ne sait pas pourquoi. La gamme est un peu tordue avec des demi-tons, après ça, des tons et demi entre une note, puis des trucs, puis les autres, ils ont juste vu ça, puis ils ont fait comme, OK, nice, fait que je prends cette gamme-là, puis je fais de la musique avec ça, tu sais. Mais là, basé sur cette gamme-là, l'harmonie connue fonctionne plus. Les mélodies habituelles fonctionnent plus. Les façons de résoudre ou de créer des tensions sont plus les mêmes. Fait que, on part tout sur un nouveau monde, tu sais. Mais je pense qu'il y a quelque chose, une analogie qu'on pourrait faire avec l'inclinaison de la voix. L'inclination. Fait que des fois, pour faire mon punch, pour créer une résolution, tu sais, je te conte une histoire, là, puis là, Pet, il est tombé à l'eau, qui reste? J'amène ma phrase de même, mais si je change de gamme, entre guillemets, je change d'intonation, littéralement, Pet, il tombe à l'eau, puis qui reste? Ouais. C'est plus la même joke pantoute. Ouais. C'est juste de changer de façon de parler ou changer de langue. Là. Pet falls in the water. Pourquoi l'animal est tombé dans l'eau? C'est comme le cerveau ne marche plus de la même manière. Fait que bref, je pense que c'est une meilleure analogie, comparer l'intonation versus l'utilisation d'une gamme. C'est comme on change littéralement tout, même si des fois ça va être le même mot, mais les accents sont plus à la même place, tout change au final. Là. J'ai oublié de le mentionner, mais il était pianiste à la base. Okay. Et organiste aussi. C'était une pièce un peu inspirée justement du folklore tchèque qui s'appelle, je le prononce sûrement mal, Pohádka, qui veut dire histoire de fée ou fairy tale. Ouais. Fait que voilà, juste présentation de même aléatoire d'un auteur, d'un compositeur, je veux dire, classique, moins connu. Puis d'ailleurs, dernier fait avant que je te dise de partir de chez mes parents, c'est que lui, sa musique a quand même pratiquement tombé dans une certaine forme d'oubli. Puis c'est un chef d'orchestre, je pense français, je ne suis pas sûr, des années comme 50, tu sais, qui a comme fait je vais refaire jouer ça, cette musique-là, c'est quoi? Tu sais, il a sorti les partitions, il a trouvé les partitions, je ne sais pas où, puis il a remis ça sur le... On découvre un compositeur, tu sais. Ouais. Puis c'était ça la soirée, puis l'orchestre a joué, puis finalement, c'était super bon, tu sais. Wow! Ouais. Intéressant. Puis il a été comme redécouvert. Puis dernier fait, si tu regardes une photo de lui quand il est vieux, il ressemble vraiment au colonel Sanders. J'avoue que ça doit faire un petit plus. C'est drôle, c'est comme, il me fait penser à quelqu'un. Ben, moi, j'adore ça, là, ce type de musique-là, classique et ses permutations. Fait que merci de m'en faire découvrir. Ça me fait plaisir, mon cher Carl. Ça me fait plus plaisir à moi qu'à toi. Non, à moi. À moi. Moi? Moi, j'ai...
Je vais parler de Chabanel pour terminer l'émission. Puis je pense que c'est très intéressant d'aborder le sujet parce que on voit vraiment, j'ai parlé de Scar-Lord tantôt, ça c'était pas mal clair du metal trap, là, mettons. Chabanel et des centaines de groupes font des choses en ce moment très modernes qui rentrent pas dans une catégorie en particulier. Chabanel, on pourrait dire que c'est 2 gars qui font ce groupe-là. On pourrait dire 2 qui sont très aguerris dans la recherche sonore puis la recherche sonore, essentiellement. OK. C'est composé de Jordan Torres-Bussière et de Gabriel Sasseville-Jolicoeur. OK. Donc, 2 gars qui ont tous les 2 des projets solo, chacun de leur côté. Gabriel, entre autres, a fait un album qui s'appelle Séduire sans stress, stress du désir. Jordan, lui, No Exit Support Group. Dans ces 2 projets-là, moi, je les ai écoutés un petit peu en préparation à cette chronique-là. Mm-hmm. Moi qui admire déjà Chabanel beaucoup pour ce qu'ils sont capables de faire, ben ça m'a encore plus impressionné d'entendre ces projets personnels-là qui ont chacun de leur côté. OK. Moi, je joue avec eux autres samedi prochain, là, à l'heure où on se parle présentement. Puis je me sens déjà un petit peu comme impressionné de faire partie de la même scène qu'eux en ce moment, puis tout ça. Mais là, ça en rajoute une couche tant qu'à moi. C'est très impressionnant ce qu'ils sont capables de faire. On pourrait essentiellement dire que c'est du noise, ce qu'ils produisent. Mais dans le cas de Chabanel, puis dans tout ce qu'ils font, ce serait un peu réducteur de juste dire du noise. Il y a de l'électroacoustique qui est... pour faire ça bien simple, ce serait de prendre des choses qui ont été enregistrées avec un micro ou autre. Des vrais sons dans la vraie vie. Oui, des vrais sons dans la vraie vie qui vont être déformés, bouclés, avec plein d'effets, etc. Donc, il y a ça. Puis, Chabanel, il y a l'aspect pop qui embarque là-dedans aussi, je trouve. OK. Jordan, il chante sur cet album-là. Fait que c'est ça, c'est du noise, mais avec un aspect pop qui vient en ligne de compte. Puis je trouve que c'est quand même assez audacieux d'essayer ça. Puis pour moi, en tout cas, ça marche. Okay. C'est de la musique expérimentale, mais qui te reste pris dans la tête. Puis ça, c'est quelque chose qui est plutôt rare à obtenir là, dans un travail comme celui-là. Je pense que aussi leur travail de recherche sonore paraît dans l'album. Au point où James Plotkin a été impressionné suffisamment par leur travail pour accepter de faire le matrissage sur leur album. Puis, ce gars-là, il a travaillé. Qui, lui, ouais? Il est un ingénieur sonore, essentiellement. Il fait aussi des projets personnels, là, mais il est principalement connu pour avoir travaillé pour des gros noms. Là. On pense à des groupes comme Isis, Sun, des artistes comme T-Maker, Ennio Morricone, John Carpenter, c'est quand même des grosses têtes de la musique, t'sais. Puis eux autres, Chabanel, c'est un band de Montréal qui sont pas très très connus, t'sais. Puis juste de même, ils ont envoyé leur album à ce gars-là, puis ils ont dit, ça te tenterait-tu de faire la job, t'sais? Puis le gars, il a dit, ouais. Ah ouais, nice. Des fois, il faut juste le demander, puis tu le reçois, t'sais. Fait qu'en tout cas, je trouve que c'est une belle histoire derrière le matrissage de cet album-là. On va te faire écouter une toune. Yeah! Ah ouais, c'est cool, c'est très imagé. Ouais. Bien cinématographique comme son. Puis, on est dans un univers très, je trouve, béton, fret. Ouais, il y a un pré-apocalypse ou je sais pas quoi, il se prépare à la guerre. Ouais. Puis
L'album, en tant que tel, c'est un des albums sur lequel Jordan il chante, puis ça arrivera plus jamais. Mais je trouve que c'est beau, l'ajout du chant là-dedans. Pourquoi ça arrivera plus jamais? Pour ça, il tente plus. OK. Jordan, dans les deux, je trouve qu'il va plus dans les concepts haut niveau, on va dire, en termes de programmation sur ordinateur, puis tout ça. J'ai eu la chance une fois de jammer avec lui tout seul. C'était vraiment le fun, là, justement... Il comprend bien c'est quoi qu'on recherche en faisant ce type de musique-là. Puis ça m'est quand même arrivé souvent d'être confronté à jammer avec des gens que moi, je suis pas capable de suivre avec ce que moi, je suis capable de faire. Ou que eux, si on essaie de revirer ça de bord, qui essaient de me suivre, mais que dans leur manière de percevoir la musique, ils ont de la misère à y aller de cette manière-là. Avec Jordan, c'était vraiment clairement... un beau match, là, j'ai trouvé, en tout cas. Puis lui aussi avait l'air d'avoir eu du fun. Puis il a joué tout le long avec un espèce de détecteur de mouvement qui faisait juste bouger sa main devant. Puis ça faisait changer la vitesse d'un drum, puis la texture, puis tout ça. Fait que c'est cool. C'est beaucoup des affaires, qui va inventer des objets qui vont lui permettre de jouer de la musique différemment de ce que normalement. Fait que je pense que c'est là-dessus qu'ils vont plus se pencher pour leur prochain projet, d'aller plus dans vraiment la couture sonore puis être encore plus détaillé. T'sais. Je pense que tu l'entends là, dans le court extrait que je t'ai fait écouter, l'espèce de développement subtil des pulsations puis tout ça. Moi, je trouve que c'est hypnotisant. Puis, tu l'écoutes tout le long de cette tune-là, il y a cette pulsation-là, mais elle continue de changer constamment tout en te gardant assis dans une espèce de c'est comme voir des fenêtres passer, là, je sais pas, dans un autobus. Je pourrais en dire plus. Je connais un peu moins Gabriel Sasseville, mais je trouve que lui, il aime aller plus dans les larcènes puis les sonorités qui viennent d'un amplificateur qui buzz puis tout ça. Fait que les deux ensemble, ça crée cet effet-là. Je pense que vraiment, si tu écoutes chacun leur projet solo, tu vois l'aspect que Jordan amène dans Chabanel puis ce que Gabriel amène, tu sais. Ouais, c'est bon. Cool. Ouais, j'aime ça. Ouais. Ben, c'est ça, tu vois. Il y a une belle profondeur, puis c'est comme les extraits, j'ai pas envie vraiment qu'ils arrêtent parce que le film, il part tout de suite, là, puis c'est qu'on s'en va. Puis... Ouais, Puis, tu sais, je trouve qu'ils sont expertement capables de faire des espèces de distance entre... je sais pas comment le dire, mais chaque son est vraiment clean, tu sais. Des albums de noise, en général, ça sonne très... enregistré dans un sous-sol, mettons, parce que c'est souvent de même que ça a été fait. On dirait vraiment un album de musique expérimentale personnelle, très justement travaillé par deux personnes, mais qui sonne comme une tonne de briques, comme une trame sonore de film moderne. Puis je trouve aussi que la manière que ça respire, leur musique, encore là, expertement distancé, espacé. Tu sais que t'as un petit silence d'une demi-seconde, puis là, tout repart en même temps, mais ça reste clean tout le temps. À part peut-être 2 ou 3 moments où là, ça part en couille. Mais tu sais, je sais pas, il y a une manière très désaxée, je trouve, de timer leur album, tu sais. Mais qui marche puis qui te reste pris dans la tête, justement, tu sais. Moi, je l'ai écouté beaucoup, cet album-là, puis il y a des tunes, des fois, qui me reviennent comme celle-là qu'on vient d'écouter, justement. Puis avoue quand même qu'il y a une très belle voix, tu sais, puis que ça fait... Oui, c'est super bon. Oui. J'entends pas nécessairement bien les mots qu'il dit. Ça ressemble à du français, peut-être, je me trompe. Oui, c'est... Puis, tu sais, c'est mais je pense que c'est voulu, là. Anyway, c'est comme... il veut pas que sa voix soit trop en avant.
ça vaut la peine de découvrir. Puis, tu sais, je pense qu'ils ont 3 ou 4 autres albums aussi. Puis je pense que Chabanel n'a pas toujours été composé de ces 2 gars-là seulement. Je pense qu'avant, il y a eu d'autres mondes aussi qui ont travaillé avec eux. Fait que, ouais, moi, je suggère fortement d'aller checker ça sur Bandcamp, encore une fois. Puis, Chabanel, effectivement, vont jouer dans le Kamouraska. Il va être déjà trop tard quand tu vas voir quand ça va être diffusé, mais quand même, je trouve que c'est super que Chabanel puisse venir jouer au Studio Michel, un endroit à Saint-Pascal qui va se développer de plus en plus pour proposer de la musique indépendante, expérimentale, de la musique qui est un petit peu moins facile à trouver dans le Camus, on va dire. Yes, c'est beau ça. Oui. Hey, ça veut-tu dire que ma chronique est finie? Ta chronique est terminée. Nice! Je peux me débarrasser de ça. Hey! Hey, ben, c'était une belle conclusion d'émission. Franchement, Chabanel, moi aussi, il y a un aspect de moi qui est impressionné. Là. C'est très grandiose. En tout cas, je vais aller l'écouter. Je vais aller l'écouter plus que de Locust. Ouais, plus de Locust. Ça a plus résonné. Ouais, ben tu sais, puis je trouve qu'on voit la différence aussi entre le premier band que je t'ai montré puis le deuxième. Ouais. Qu'il y en a un que lui, son objectif, c'est d'être le plus loud possible, tu sais. Ouais. Il réussit très bien à faire ça. Les autres sont vraiment beaucoup plus dans l'exploration, dans la recherche sonore, tu sais. Ouais. Pourtant, les 2 bands sonnent comme des tonnes de briques, tu sais. Mais ils ont vraiment une perception. Pas la même approche. Ouais, c'est ça. L'approche est différente beaucoup, tu sais. Fait que, coudonc, hey, souvent, on s'améliore. C'est tout. Ben là, on pourrait dire au moins 4.3. On s'encourage. Ah ouais, oh oui. Alors, on va se rendre à 5 d'ici à la fin de la saison. Ah oui, ah oui. Bon, ben, toujours un plaisir, mon cher Guillaume, de merci, faire cette émission. mon cher Carl.